Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu et vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders. Je suis content d'être avec vous pour cette nouvelle édition de ce podcast où l'on va parler de techno, de pratiques de développement ou de sujets plus généraux mais toujours en lien avec l'informatique. Le concept de ce podcast est assez simple. Dans chaque épisode, je vous pose une question et vous pouvez me répondre par vocal. Depuis quelques années, je vois des technos, des outils, des langages gagner du terrain selon les domaines. Par exemple, Kubernetes et Terraform côté DevOps, Next et Svelte côté front-end, ou encore Rust et Go pour les langages. À titre personnel, je me suis toujours intéressé aux tendances de fond qui transforment nos métiers. Sans céder à la hype du dernier framework à la mode, je suis curieux de connaître ce qui fera la différence en 2026. Certaines technos se renforcent, d'autres émergent, et ce n'est pas simple à prévoir. Une techno peut résoudre un vrai problème sans être adoptée massivement. La transition, la maturité, la documentation, la communauté, la facilité de se former ou de recruter, tout ça compte vraiment dans son adoption. Alors faisons un peu de prospective. Selon toi, quelle est la techno ou le langage qui devrait marquer l'année 2026 dans ton secteur ? Pourquoi celle-ci et pas une autre ? Quels sont d'après toi ses points forts et ses faiblesses ? Est-ce que tu as une anecdote ou une expérience sympa à nous raconter sur ce sujet ? Vous êtes bien sur le répondeur des Human Coders ? Laisse-nous un message après le bip. Salut Mathieu, c'est Edouard de FlameWeb. Je suis directeur technique et cofondateur de cette agence de développement de logiciels. Pour la petite histoire, je suis plus l'organisateur des Human Talk à Angers, mais c'est moi qui les ai importés il y a quelques années maintenant. Alors pour moi, en 2026, je pense que tout le monde devrait regarder du côté de Kotlin pour le langage et de Kotlin multiplateforme pour la techno. Pour nous, développeurs mobiles à la base, Kotlin a vraiment changé beaucoup de choses quand Google l'a mis en avant pour développer les applications Android. Un peu plus tard, JetBrains, les créateurs du langage Kotlin, nous ont proposé la techno Kotlin multiplateforme, avec comme promesse de partager assez simplement du code entre Android et iOS. Et on n'a pas hésité, ça fait maintenant à peu près 5 ans qu'on utilise cette techno. L'intégration des API natives de chaque plateforme est directement disponible. Et en gros, on ajoute notre librairie commune et on peut partager le code assez facilement. En 2025, on écrit même carrément les interfaces utilisateurs avec Kotlin grâce à Compose, un framework d'abord pour Android et fait par Google. Et un peu plus tard, JetBrains arrive avec Compose multiplateforme, ce qui nous permet maintenant aussi de partager les vues entre les plateformes iOS, desktop, web. On peut vraiment mixer les vues communes et les vues natives, c'est vraiment, vraiment agréable. En gros, pour nous, c'est cet écosystème qui est le meilleur pour faire du multiplateforme en 2025. Et ça s'arrête pas forcément au côté client. On développe aussi maintenant nos API en Kotlin. Toute la partie serveur tourne donc sur la JVM. Mais on a aussi quelques binaires qui sont compilés en Kotlin native et qui n'ont pas besoin de la JVM pour s'exécuter. C'est un simple binaire. On peut déployer et l'exécuter sur les serveurs. Donc pour moi, l'année 2026, ça sera encore et toujours plus l'année de Kotlin. Hello Mathieu, c'est Nicolas, je suis développeur C++ depuis presque 10 ans et je travaille principalement pour des grosses industries. Je voulais te parler aujourd'hui d'une techno qui, à mon avis, va faire parler en 2026. Il s'agit de TypeScript. C'est un langage qui émerge un peu pour produire la documentation, un peu comme le LaTeX ou le Markdown. Et tu vois, un des enjeux des gros industriels avec qui je travaille, notamment des domaines comme nucléaire ou médical par exemple, c'est la documentation des solutions. En fait, elle est centrale, dans le produit parce qu'elle permet la validation des solutions auprès des organismes, comme par exemple, l'ASN ou la FDA, dans ces domaines-là. Et aujourd'hui, c'est Word, qui est massivement utilisé. Ça fait des gros documents difficiles à maintenir et même si j'ai pu voir quelques exceptions de suites logicielles qui permettent de produire la documentation, le plus souvent, c'est des gros documents et ça coûte une fortune aux industriels à produire et à maintenir. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, à l'ère des IA, la documentation va de plus en plus être générée, tout simplement avec des LLM. Et les solutions comme LaTeX ou TypeScript vont être mises en avant parce qu'elles vont permettre une documentation versionnée sous Git et beaucoup plus maniable et générable par des LLM.
Donc tu vois, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, peut générer la documentation à partir de ton code ou même d'une norme fournie par ton organisme de certification, mettre à jour, ta base documentaire. Tu peux versionner ça avec Git et tu obtiens des documentations, voilà, qui sont générées sur un hash de commit. Évidemment, aujourd'hui, il faut toujours une bonne couche de vérification, d'ajustement. Parfois, ça marche pas du tout, mais je pense qu'il y a un potentiel. Je pense qu'il y a un potentiel, donc c'est intéressant. Et voilà, donc pour revenir un peu sur TypeC, c'est un langage de description de documentation. Donc l'idée, c'est de garder la simplicité du Markdown, mais avec la puissance, un peu du LaTeX. En pratique, c'est, une syntaxe plus intuitive que le LaTeX. Vraiment, on va retrouver un peu les réflexes du Markdown. Une compilation ultra rapide, derrière, c'est un projet Rust et des fonctionnalités, les mêmes fonctionnalités avancées qu'on retrouve dans LaTeX avec, les équations, les références, des scripts intégrés, ce genre de choses. C'est pensé pour des chercheurs, des développeurs, des équipes techniques. Voilà. TypeC, c'est un projet qui est encore jeune. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il n'y a pas autant de packages que sur du LaTeX. Mais ça avance vite et c'est un langage qui est en train de percer. Donc voilà, mon bet sur 2026, c'est TypeC. Et pour la documentation industrielle, je pense que TypeC avec des LLM, ça peut être intéressant pour la suite. Voilà, c'était mon petit message du jour. À bientôt. Hello Mathieu, moi c'est Afsa Elmaizi, je suis développeuse depuis près de 7 ans. Je travaille aujourd'hui en tant que développeuse back-end chez Shodoran et je suis aussi facilitatrice agile. Alors je pense que ma réponse ne sera probablement, ou peut-être pas, celle qu'on attend de moi, parce que non, je vais pas sortir le prochain langage à la mode ou la techno qui va créer le plus de buzz en 2026. C'est pas ça ce qui m'interpelle aujourd'hui. Moi, je viens du monde Java. J'ai fait du Java pendant des années. Des applications back-end, des systèmes stables, scalables. Bref, des trucs pas forcément très tendance, mais solides. Et j'ai vu passer des vagues, des cycles d'adoption, des coups de cœur et pas mal de désillusions aussi. Et avec le recul, ce que je vois émerger pour 2026, c'est pas une techno en particulier. C'est plus un changement de posture dans la façon dont on pratique ce métier. Pour moi, en 2026, ce qui fera la différence, c'est pas ce que tu codes, mais comment tu le codes. Et surtout avec qui tu le fais, dans quelles conditions et avec quel sens derrière. Je le vois aujourd'hui dans mes équipes, autour de moi, on sort petit à petit de cette fascination pour la complexité technique et on commence à valoriser autre chose, des profils qui savent jongler entre la technique, l'expérience utilisateur, la sécurité, la soutenabilité, l'accessibilité, l'impact social. C'est plus que de la polyvalence, pour moi, c'est de la lucidité métier plutôt. On est en train de devenir des développeurs et développeuses capables de voir large, de dialoguer avec d'autres expertises et de prendre du recul. Et en parallèle, il y a un vrai retour aux fondamentaux du craft aussi. On a cru à un moment que la vitesse, ça suffisait, mais on voit aujourd'hui que produire vite, c'est plus suffisant. Parce que oui, l'IA, elle peut générer du code en quelques secondes, mais est-ce que ce code est lisible? Est-ce qu'il est maintenable, sécurisé, documenté, accessible? C'est pas toujours le cas. Et c'est là que nous, développeurs et développeuses, on reprend toute notre valeur. Pas pour juste produire du code, mais pour le penser, l'architecturer, le simplifier, le challenger, et surtout le rendre compréhensible par d'autres humains. Pour ça, les bonnes pratiques comme le clean code, les revues exigeantes, le refus de surcomplexifier, la gestion de dettes techniques, tout ça, ça revient en force. Aussi comme une protection face à la génération automatisée, au code qu'on push sans réfléchir, mais aussi à des solutions qui parfois sont un peu bricolées et qui explosent plus tard en prod. Et puis, il y a autre chose qui, moi, me parle beaucoup, c'est cette vibe autour du coding éthique, du coding durable et conscient, et qui parle d'une question simple, qu'est-ce qu'on construit et pour qui? Parce qu'on peut créer vite, déployer souvent, mais ce qu'on pense, c'est les ceux qui vont maintenir ou suivre ce qu'on a développé, et aussi aux utilisateurs qui vont vivre avec notre produit au quotidien. Donc si je devais répondre franchement à la question quelle techno va marquer 2026, je dirais que ce sera probablement pas un langage, ce sera une manière d'être, une posture, celle du ou de la dev qui code avec soin, qui assume la responsabilité de ce qu'il ou elle met en production, qui sait bosser avec les autres et pour les autres, et qui refuse de dissocier performance et sens. Donc c'est ça, pour moi, le futur de la tech en 2026, mais pas que. Salut Mathieu, c'est David Smilovitz, le formateur Google Tag Manager et Google Analytics chez Human Coders. Tu m'as demandé quelle était selon moi la techno la plus importante qui devait marquer 2026 dans mon secteur.
Alors, à l'heure où l'on trouve de plus en plus d'outils au sein des entreprises, j'ai décidé de te parler de la collecte côté serveur. Alors, pourquoi la collecte côté serveur s'impose? Eh bien, lorsqu'on crée une app ou un site, il y a une fonction qui est fondamentale, mais qui est rarement visible pour l'utilisateur et elle est essentielle pour le marketeur. C'est bien évidemment la collecte de données. C'est cette data qui permet de comprendre le parcours utilisateur, d'adapter les campagnes, de segmenter et d'optimiser l'activation et la conversion. Historiquement, cette collecte, elle était déléguée aux navigateurs. Mais avec le durcissement des politiques privacy, l'arrivée massive des adblockers et la fragmentation de l'écosystème, cette méthode a vite montré ses limites. Résultat, la collecte côté serveur n'est pas juste une tendance, c'est devenu le pilier du tracking moderne. Alors la collecte côté serveur, qu'est-ce que c'est? Concrètement, dans une collecte côté serveur, on ajoute un intermédiaire. L'intermédiaire, c'est un serveur dédié qui recevra les données du navigateur et qui pourra être contrôlé par l'entreprise pour écrire des cookies, pour dispatcher aussi la donnée et le tout aux différentes solutions. Tu as de meilleures performances sur ton site parce que tu as moins d'outils tiers qui sont appelés et c'est d'ailleurs plus sécurisant pour les mêmes raisons. Avec cette infrastructure, tu es et tu redeviens maître de ta data. Au niveau de mise en place, concrètement, du code à l'orchestration TMS, comment ça se passe? Traditionnellement, on pourrait imaginer développer en Python, PHP ou Java des scripts sur mesure pour transférer les données de serveur à serveur. Mais ce type d'approche, s'il fonctionne pour des besoins ponctuels, atteint vite ses limites face à la montée en charge de trafic et à la diversification des sources et des canaux. Aujourd'hui, la tendance, elle est clairement aux solutions qu'on appelle TMS, des Tag Management Systems, et à leur version server-side. Ce sont des plateformes qui automatisent la collecte et l'envoi de données tout en offrant une orchestration centralisée et évolutive. Ces outils s'appuient sur un serveur dédié et ils sont pensés pour fonctionner comme si le serveur mis à disposition était réellement le tien. C'est d'ailleurs exactement ce que proposent des outils comme Addingwell, une super solution française avec qui je suis partenaire. Il y a aussi Stake, qui est une solution qu'on va plutôt retrouver à l'international, ou encore Tag Commander, qui est français aussi, et qui a été assez précurseur sur l'aspect server-side. En tout cas, avec tous ces outils, le marketeur bénéficie de tous les avantages du cloud, mais avec une configuration et une gestion qui donnent l'illusion de détenir et de maîtriser soi-même l'environnement technique. Évoquons maintenant les différents cas d'usage possibles et avancés que l'on peut mettre en place avec le server-side. Notre premier cas d'usage serait le pilotage à la marge des campagnes publicitaires. Voilà le contexte. Imaginons que mon site ou mon app génère des ventes grâce à différents produits. Chaque produit a ses propres conditions de vente qui dépendent des négociations que je peux faire avec les fournisseurs et de plein d'autres choses. Mon site va donc se rétribuer avec plus ou moins de marge selon les produits vendus. Cette information de marge est déterminante pour piloter mes campagnes et calculer le retour sur investissement de chaque campagne que je réalise. D'un autre côté, la notion de marge peut difficilement être traquée au niveau du navigateur car elle serait visible par tous. Et bien c'est là que le server-side rentre en jeu. Car quand il reçoit l'information d'une vente, il peut en temps réel aller chercher la marge réalisée sur chaque produit et l'utiliser pour calculer le gain final de la vente. L'envoyer ensuite aux différentes solutions de campagne qui l'utiliseront pour favoriser des campagnes qui rapportent plus d'argent. Un autre cas d'usage serait le monitoring de la performance des différents tags affiliés d'un site mobile. Si on a mis en place GTM Server, on peut facilement monitorer l'envoi des informations aux affiliés via le tag et aussi le temps de réponse de celui-ci. Ici, le server-side permet surtout de s'assurer de la performance d'un tracking avec un prisme particulier sur l'impact des tags sur le temps de chargement du site ou le temps de réponse d'une page. Au final, on se rend compte que la collecte côté serveur est une étape indispensable pour tout projet digital ambitieux. En 2026, ignorer le server-side, c'est accepter de perdre en fiabilité, en insight et en performance. Mettre en place un TMS server-side bien configuré et connecté à tous les points critiques de l'écosystème, c'est garantir à la fois précision du tracking, respect du privacy et scalabilité. C'est le premier chantier à lancer lors d'une refonte et figure-toi que ça tombe bien parce que c'est exactement ce que j'enseigne dans mes formations chez Human Coders. Comment anticiper, comment mettre en œuvre et monitorer une collecte server-side robuste et vraiment utile pour ne pas juste suivre la tendance, mais la devancer. Bon allez, c'est tout pour moi. Ciao. Salut Mathieu, c'est Daouda, formateur Big Data chez Human Coders. Tu m'as demandé ce qui, selon moi, allait marquer l'année 2026 et je te laisse ce message en rentrant du boulot, le cerveau encore un peu chaud. Alors 2026, franchement, je ne pense pas que ce sera un nouveau langage révolutionnaire,
ni même un modèle de plus avec 1000 milliards de paramètres, car je pense qu'on est déjà assez saturé. Ce qui va vraiment marquer l'année, à mon humble avis, c'est moins la techno elle-même que ce qu'on en fait. Je mise sur l'écosystème Python, mais avec une couche argentique mature. Par exemple, aujourd'hui, on a des modèles, des API, des librairies, mais on passe encore du temps à tout câbler à la main. En 2026, je vois l'émergence de frameworks d'agents IA robustes et spécialisés qui vont devenir notre nouveau stack technique. Imagine, au lieu de prendre du code ETL complexe, tu décris ton besoin en langage naturel à un agent qui lui-même va orchestrer des pipelines, interroger des bases, générer et exécuter du code, puis te présenter les résultats avec une analyse préliminaire. C'est le retour du langage naturel comme interface ultime, mais avec une exécution fiable et vérifiable. Techniquement, ça va reposer sur des bibliothèques comme CryoAI, Autogène ou LangGraph, mais dans une version bien plus stable et entreprise ready. La compétence clé ne sera plus seulement de coder en Python, mais concevoir, superviser et auditer des colonies d'agents spécialisés qui font le travail à notre place. En gros, on passe de l'artisanat du code à l'architecture système autonome, et je pense que c'est un vrai changement de posture. Voilà, c'est mon petit coup de fil prophétique. Et écoute, à plus et bonne fin de journée. Salut Mathieu, c'est Camille, du coup, ton associé. Je me disais qu'une des façons de répondre à cette question, c'était, ça pourrait être de regarder ce qui se passe chez nous côté formation. Euh, pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, on a un catalogue aujourd'hui de à peu près un peu plus de 200 formations. Nos clients, c'est plutôt des grosses boîtes. Et donc, en fait, quand les gens se forment chez nous, c'est quand même un certain signe de maturité. C'est que c'est très rare que des gens se forment alors qu'ils sont early adopters de la techno. Et donc, c'est plutôt quand le marché devient mature et que, après avoir réussi, que quelques personnes essaient en entreprise, les entreprises décident de former des équipes pour relancer des projets. C'est plutôt là qu'on intervient généralement, même s'il y a des exceptions et qu'on bosse aussi pour des startups et des PME qui sont souvent plus en avance côté techno. Du coup, avec ce panel de formation, on arrive quand même à aussi déceler des tendances. La tendance qui est la plus évidente, c'est autour de l'IA, vous vous en doutez. Là, il y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est des technos comme LLM et RAG, par exemple, où on a beaucoup de demandes là-dessus. Ça a vraiment explosé. Et c'est très logique, c'est que les gens veulent intégrer ce genre de techno dans leurs applications et c'est les développeurs qui le font. Et du coup, c'est très logique qu'on en vende. Et côté IA aussi, on peut noter, pareil, une explosion des formations pour migrer vers le développement avec de l'IA. Donc avec des formations comme IA pour les devs ou encore Cursor et Cloud Code. Donc là, pareil, grosse accélération de ce côté-là. C'est très logique parce que là, c'est quelque chose qui concerne l'intégralité des développeurs. Et c'est très présent. Le changement est massif. Ça touche vraiment les grosses boîtes maintenant. Donc c'est un peu une question qui est chez toutes les grosses entreprises. Est-ce qu'on est-ce qu'on migre vers le déploiement avec l'IA? Est-ce qu'on laisse les développeurs faire? Quelle licence on prend? Quel contexte on met? Comment on régule ça au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'on met des points MD ou autres, ou des cursor rules pour réguler le projet? Et voilà. Comment on s'entend sur des conventions? Donc là aussi, il y a un gros sujet. On accompagne beaucoup d'entreprises sur cette transition. Il n'y a pas que l'IA dans la vie, évidemment. Donc, on peut remarquer aussi encore une bonne augmentation de Python, que ce soit le langage ou pour des applications, plutôt dans la data science, par exemple. Probablement peut-être un petit lien avec l'IA toujours. On remarque une augmentation chez Rust, vraiment qui devient un langage très tendance ces dernières années, qui commence là aussi à rentrer clairement dans les entreprises. On a toujours une bonne présence de TypeScript. On a noté une augmentation de Flutter. Donc voilà, ça fait des technos qui... notre marché est français, donc si vous êtes développeur et qu'il faut chercher un peu des technos sur lesquels se placer, c'est vraiment pas idiot d'aller chercher dans ce genre de techno. À l'inverse, on a remarqué des baisses de côté React, côté Angular, côté Vue.js, avec en parallèle des montées de Next, par exemple. Donc je pense qu'il y a des transitions, alors soit des marchés qui deviennent assez matures, où il y a beaucoup de développeurs,
Je pense que c'est le cas un peu de React peut-être, où il y a eu énormément de développeurs qui sont formés, beaucoup de développeurs sur le marché, et du coup il n'y a pas forcément une nécessité de former de nouvelles personnes. Et voilà à peu près tout ce que je peux vous dire. On a aussi une belle augmentation des formations sur hacking et sécurité. Donc voilà, la cybersécurité, c'est un sujet extrêmement important aujourd'hui. Et voilà, on le constate chez nos clients, il y a vraiment eu une augmentation de ces sujets-là. On développe fortement le catalogue là-dessus. Donc voilà un petit peu. J'espère que ça pourra vous avoir donné quelques informations supplémentaires sur le marché actuel et les tendances. Voilà, donc c'est pas donc encore une fois, voilà, c'est des formations qu'on donne, donc c'est pas des technos qui viennent juste de monter, c'est plutôt un signe de maturité chez plutôt des grandes boîtes qui commencent à l'intégrer, à former des équipes entières. Et voilà, c'est souvent bon signe pour des technos d'arriver à cette étape-là. Voilà, donc j'espère que ça pourra éclairer vos choix pour les années futures. À bientôt, salut Matt, ciao ciao. Hello, c'est de nouveau Mathieu. Merci encore pour vos messages. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à les écouter. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker ou à nous suivre sur Spotify ou Apple Podcast. Nous construisons ce podcast avec vous, donc n'hésitez pas à nous proposer des idées pour les prochains sujets ou encore à participer aux prochains épisodes sur humancoders.com/podcast. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.